L'africanisme, c'est un mouvement qui est né dans la diaspora, dans les Amériques, donc principalement parmi les Africains qui avaient été déportés en esclavage, donc au 15e, 16e, 17e, 18e siècle, et qui en fait ont décidé de s'unir et de se libérer. Donc c'est un mouvement qui est abolitionniste, donc qui a lutté donc contre l'esclavage. C'est un mouvement de résistance, et progressivement, ce mouvement, au fur et à mesure qu'il a connu des victoires, est devenu un mouvement politique qui s'est incarné donc dans l'idée d'unir le continent africain et de permettre aux Africains de la diaspora de revenir en Afrique. Donc c'est cette longue histoire qui est celle du panafricanisme, qui a plusieurs aspects. Un aspect politique, un aspect culturel, puisque tous les éléments culturels que l'on trouve dans les Amériques sont souvent impactés par la présence africaine et font partie de cette histoire du panafricanisme. Et enfin, un élément géopolitique, puisque le panafricanisme est apparu politiquement parlant vers la fin du XVIIIe siècle, donc au moment de la Révolution haïtienne. Et cette apparition du panafricanisme avec l'indépendance de Haïti en 1804 correspond au début de l'histoire des relations internationales africaines dans l'ère contemporaine. La particularité du panafricanisme, c'est qu'il est né effectivement de la période la plus dramatique de l'histoire de l'Afrique et cette période a donné naissance à un mouvement qui est extrêmement fécond dans les arts, dans la culture, dans la réflexion philosophique, dans les pratiques politiques. Et donc c'est assez paradoxal effectivement de se rendre compte que c'est du pire que sort finalement le meilleur de cette Afrique, mais il faut bien comprendre que également avant la mise en place de la traite négrière transatlantique, il existait déjà sur le continent africain des interactions, des mutations, des rencontres, des confrontations, des conflits aussi. Il y avait beaucoup de conflits à cette époque en Afrique. Et de tous ces conflits allaient nécessairement naître des formes d'unité beaucoup plus larges, comme on pouvait déjà le voir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait déjà des grands empires qui étaient déjà des entités quasiment panafricaines avant l'heure. Alors les premiers en fait à se faire entendre, c'était ce qu'on appelait les marrons, c'est-à-dire que c'était des esclaves ou des Africains fugitifs qui s'enfuyaient lorsqu'ils arrivaient donc, dans les Amériques et qui partaient se réfugier dans les montagnes, dans les forêts de la Jamaïque, du Brésil, et qui créaient de nouvelles communautés qu'on va appeler de manière différente donc les quilombos au Brésil, les palenqués en Colombie, les camps de marrons à la Jamaïque. Et dans ces communautés, en fait, ils recréaient des sociétés, des micro-sociétés africaines dans lesquelles ils mettaient en place des organisations politiques, des systèmes sociaux très perfectionnés. On sait par exemple que dans les sociétés marrons, notamment de la Guyane et du Brésil, le taux de mortalité infantile était inférieur à celui que l'on connaissait dans les grandes villes européennes de l'époque au XVIe, XVIIe siècle. Donc au départ, c'était ces mouvements marrons, ces mouvements de résistance, incarnés par quelques figures comme Zumbi de Palmares au Brésil, et également par la reine Nani des Marrons en Jamaïque. Et puis la véritable rupture intervient avec la révolution haïtienne, donc 1791-1804, avec la figure de Toussaint Louverture, qui va être le grand homme de cette révolution, qui va défier Napoléon, et qui sera ensuite donc, capturé et envoyé, donc, déporté en France. Et les généraux vont reprendre la lutte de Toussaint Louverture, et donc Haïti devient indépendant en 1804. Et tout au long du XIXe siècle, Haïti va être un élément central de cette histoire, parce que lorsque Haïti devient indépendant, ils abolissent en même temps l'esclavage. Et c'est la première révolution victorieuse d'esclaves dans l'histoire de l'humanité. Et Haïti va devenir un exemple pour tous les peuples noirs, notamment des États-Unis d'Amérique, qui vont voir dans cet exemple un modèle de liberté. Donc on va voir essaimer dans la première moitié du XIXe siècle, partout à travers les États-Unis, des révoltes qui seront tout le temps un peu inspirées du modèle haïtien. Le cas d'Haïti est très important. Haïti va donner également naissance à une classe d'intellectuels très importants, des personnalités comme Anténor Firmin, comme Benito Sylvain. Anténor Firmin écrira un livre en réponse à Gobineau, donc un livre qui va traiter donc, de l'égalité des races humaines. Benito Sylvain sera un journaliste qui ira rencontrer un peu plus tard l'empereur Ménélique II et qui tentera de faire une union entre l'Éthiopie qui était indépendante, le Libéria qui l'était également, mais de manière un peu plus compliquée, et Haïti, pour créer une union des États africains. Donc Haïti sera un pôle très important. La Jamaïque aussi, il y aura des révoltes très importantes à la Jamaïque, avec des figures comme Sam Sharp, comme Paul Bogle, qui
qui sont aujourd'hui très présents dans l'imaginaire populaire. Et puis bien évidemment, quelques figures au niveau des États-Unis. On peut penser à Harriet Tubman, qui a géré le fameux chemin de fer clandestin qui a permis donc, à des milliers d'esclaves donc, de s'enfuir et de rejoindre ensuite le Canada, à Frédéric Douglass, et puis aussi à beaucoup d'autres personnes qui vont tenter donc, ce fameux retour en Afrique. L'un des premiers s'appelle Edward Blyden. Il est né dans les Antilles danoises. Il part d'abord au Venezuela, puis ensuite aux États-Unis. Confronté au racisme, il décide de partir au Libéria. Et ce sera l'un des premiers à créer au niveau du Libéria des institutions scolaires dans lesquelles donc, beaucoup d'Afro-Américains et de Caribéens vont revenir s'installer. Et puis on arrive au XXe siècle, et là on a d'autres figures encore plus importantes. Je pense notamment à Marcus Garvey, un Jamaïcain qui est né à la fin du XIXe siècle, qui va voyager dans toute l'Amérique centrale et qui, donc, dans le premier quart du XXe siècle, va créer une organisation, l'UNIA, l'Organisation universelle pour l'amélioration de la condition des Noirs, et qui va, à partir de là, lancer toute une entreprise de retour vers le continent africain. Et puis, face à Marcus Garvey, une autre figure plus intellectuelle, plus élitiste, William Du Bois, un noir américain, qui lui va être la grande figure donc, de ces fameux congrès panafricains qui seront organisés entre 1900 et 1945. Donc dans l'histoire des Amériques, dans l'histoire de la Caraïbe, on a énormément de figures, de personnalités, d'hommes, de femmes. Beaucoup de femmes ont joué un rôle très important, mais qui sont malheureusement beaucoup trop méconnues dans l'histoire, parce que cette histoire du panafricanisme, c'est un peu une contre-histoire de l'histoire donc, des Amériques. Parce que c'est une idée, un mouvement qui n'a pas de date d'expiration. Il est né à un moment bien précis, il est né dans des circonstances dramatiques, dans des circonstances violentes, de rupture entre les Africains du continent et les Africains conduits en dehors du continent. Et donc tant qu'il n'y a pas la mise en place de cette réconciliation entre l'Afrique et ses diasporas, le panafricanisme aura toujours un sens. Et donc on peut penser qu'il aura encore pendant très longtemps un sens. Maintenant, lorsque j'évoque la notion de contre-histoire, je fais référence au fait que le panafricanisme est très lié à l'histoire du monde occidental. C'est un mouvement qui est né effectivement dans la Caraïbe, qui est très marqué par l'influence noire américaine, et je dirais même américaine plus généralement. Et cette histoire du panafricanisme, c'est un peu la contre-histoire de l'Occident, puisque l'Occident s'est créé à partir de la manière dont l'Europe a essaimé un peu partout dans le monde. Et dans cette manière dont l'Europe a essaimé dans le monde, il y a l'histoire de la traite négrière. Et cette histoire de la traite qui devait déshumaniser les Noirs, eh bien les Noirs l'ont récupérée et en ont fait justement un outil de fierté. Et c'est ce qui explique qu'à l'intérieur du panafricanisme, on peut trouver des courants comme la négritude, comme la Harlem Renaissance, comme le mouvement Rastafari ou comme le mouvement Black Power. Donc tous ces mouvements qui en fait récupèrent les stigmates, qui essaie justement de penser les plaies de l'histoire et qui s'appuie justement sur des mémoires dynamiques pour essayer de rebondir et, je pense, de redonner la dignité aux différents peuples d'origine africaine. Il y a un projet politique qui s'est mis en place au lendemain donc, de la Seconde Guerre mondiale, qui visait donc à construire ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique, un projet qui était porté par le président du Ghana donc, de l'époque, Kwame Nkrumah, c'est-à-dire de mettre en place un gouvernement continentale au niveau de l'Afrique qui s'occuperait de manière collective des questions de souveraineté que sont la monnaie, la diplomatie, la défense et le développement et l'industrie, et qui ensuite donc intégrerait la diaspora dans ce vaste ensemble des États-Unis d'Afrique. Donc il y a cet aspect-là. Malheureusement, on en est encore loin parce qu'avant d'arriver à cet aspect, il faut tout le travail historique et je dirais même mémoriel. On a besoin de connaître cette histoire, on a besoin de la diffuser au maximum parce que dans cette histoire, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de vexations, il y a beaucoup d'humiliations, il y a beaucoup de divisions, y compris entre l'Afrique et sa diaspora, beaucoup de rumeurs qui disent que les Africains auraient vendu leurs ancêtres, etc. Donc beaucoup de choses aujourd'hui à déconstruire, pour faire en sorte qu'il y ait des relations de confiance à la fois entre le continent et sa diaspora et que l'Afrique aujourd'hui, dans son projet d'unité, soit en mesure de comprendre que cette unité passe nécessairement par l'intégration dynamique, effective de la diaspora à part égale avec le continent. Donc je ne pense pas que le panafricanisme ait en soi une fin.
dans le sens une date d'expiration, parce qu'en même temps, il se recycle, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où on se libère de l'esclavage, qui s'est globalement terminée donc, au milieu du 19e siècle. Ensuite, la phase où on se bat contre le racisme, qui continue, bien évidemment. Et puis, entre-temps, d'autres phases qui ont plus ou moins abouti, celle contre le colonialisme, hein, puisque lorsque la conférence panafricaine de Londres est organisée en 1900, c'est cette conférence qui met dans le dictionnaire le terme panafricanisme. Et lors de cette conférence, les militants africains et caribéens qui sont réunis à Londres expliquent que tout le problème du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur. Et ils mettent déjà le point sur la question de l'apartheid. Donc, pendant tout le XXe siècle, l'un des grands enjeux sera justement cette lutte contre l'apartheid qui finit de manière symbolique en Afrique du Sud en 1994. Mais on se rend compte que le XXIe siècle pose de nouveaux défis au continent africain, aux peuples africains en général, qui font partie de ce vaste ensemble qu'on appelle la mondialisation, et que par conséquent, il est nécessaire que le panafricanisme aussi soit en mesure d'apporter sa critique constructive de la mondialisation actuelle.